Agnès Bricard, première femme présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et aujourd'hui présidente de la Fédération des femmes administrateurs. Les femmes dirigeantes de tout temps, il faut savoir qu'il y en a eu, mais ça a toujours été des exceptions. Elles n'étaient pas fabriquées pour devenir dirigeantes et on avait souvent des surfemmes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec la loi notamment Copé-Zimmermann, mais également, il ne faut pas oublier la loi Sauvadet, qui est du côté du monde public, il y a un quota qui permet dorénavant dans tous les conseils d'administration d'avoir une représentativité féminine à hauteur de 40%. Alors attention, 40% en 2017 et en 2018 dans le monde public. Donc aujourd'hui, pourquoi ce quota alors qu'on est toutes foncièrement contre les quotas, il faut qu'on soit clair, c'est parce que depuis 30 ans, on y avait réfléchi, et 30 ans après, quand les femmes ont dit on n'est pas des quotas, on s'aperçoit que finalement, il a fallu contraindre pour amener ce capital féminin et faire en sorte qu'on imagine, comme les anglo-saxons l'ont dit dans la RSE, qu'il y ait des points de croissance supplémentaires. Donc c'est essentiel aujourd'hui, 30 ans après, n'ayant pas eu les résultats, et pensant que les femmes d'elles-mêmes, par leurs compétences, seraient promues au poste de présidente, comme ça n'a pas été le cas, des quotas, contraindre et évidemment ensuite convaincre. Alors on parle beaucoup de ce capital féminin comme s'il était tout à fait spécifique et puis à côté il y a un capital masculin. Eh bien pas du tout. Finalement on se fabrique. On sait que la fonction fait l'homme, fait la femme tout naturellement. Moi je l'ai vu quand j'ai été présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, la fonction m'a fabriqué. Donc ce qu'on souhaite à travers ce capital féminin, c'est pas dire qu'il y a des spécificités, on est plus dans le social, on est plus dans le solidaire, on est plus dans l'écoute. C'est de dire on se fabrique. Mais pour se fabriquer, il faut qu'on nous laisse la place. Et donc, comme elle ne nous les a pas laissés tout naturellement, eh bien, c'est vrai qu'il y a eu des lois, contraindre et maintenant convaincre. Et comment on va convaincre? On va convaincre par des indicateurs qui permettront de constater, oui, il y a de la croissance supplémentaire, mais il y a aussi du qualitatif. Mettre un homme et une femme ensemble, c'est constater qu'il y a moins de brutalité dans les rapports. Donc c'est ce qu'on veut inscrire aujourd'hui, on le voit bien dans le monde actuel, dans les mutations, on n'a pas besoin, comme avant, de se taper sur la tête systématiquement. On peut s'expliquer, on peut argumenter. Or ça, c'est l'avantage, c'est qu'un homme, il ne va pas taper sur la tête d'une femme. Ça ne se fait pas, il a une maman qui lui a appris que ce n'était pas possible. Donc on argumente. Alors qu'auparavant, on voit bien entre deux hommes, ça gênait personne, et bien finalement taper sur la tête de l'autre homme. Donc c'est ça qui va être réellement dans les modifications aujourd'hui, et non pas dans le fait de constater un capital féminin différent d'un capital masculin. Je pense à toutes ces femmes où on me dit « Trouvez-moi des femmes présidentes de grandes entreprises ». J'en ai pas. Ce sont des exceptions, quelques-unes. Mais on ne fait pas des modèles. Or, ce qu'il faut aujourd'hui pour les femmes, c'est d'avoir des modèles, une généralisation. Donc il va falloir imaginer que dans les grandes entreprises, pour avoir ces femmes présidentes, et je pense surtout à mes grandes entreprises publiques, où les présidents sont nommés par décret et arrêtés, qu'on ait une alternance. S'il y a eu un homme dans ce statut de président, bien que la prochaine fois, ce soit une femme. Alors je ne parle peut-être pas d'une obligation, mais au moins d'une priorité, qu'on se donne les moyens de réfléchir pendant 2 ou 3 mois pour trouver la femme qui convient, mais qu'enfin on ait des modèles de femmes présidents de grandes entreprises publiques. Alors il y a 30 ans, on avait imaginé les quotas et j'avais 20 ans. Et les quotas ont été refusés pour des raisons nobles, hein, parce que c'est toujours très difficile d'expliquer à quelqu'un qui devient, ou à quelqu'une, puisque c'est une femme, qui devient un quota. Et donc comme ça a été abandonné, je me suis dit, et si moi je démontrais qu'on peut conquérir des postes? Et je suis partie à la conquête parce que j'avais en moi cette énergie, parce que j'avais en moi cette perspective de dire on peut changer les lignes, on peut changer, surtout dans cette grande profession qui était la nôtre, expert comptable. Et donc, dès lors que je suis partie sur la conquête de cette présidence, c'est vrai que ça n'a pas été aussi évident que ça, parce qu'il y a 75% d'hommes, 25% de femmes experts comptables. Donc il fallait faire ma place. J'ai d'abord été présidente de Paris, puis ensuite, 10 ans après, en 2011-2012, présidente du Conseil supérieur. Mais ça ne s'est pas fait naturellement. Tout le monde m'expliquant que j'aurais été très bien vice-présidente. Et donc il a fallu un moment, comme je souhaitais vraiment la présidence du Conseil supérieur, que je change de syndicat. 30 ans après, quand on a passé dans un syndicat une vie, j'allais dire 30 ans, c'est très difficile de changer. Et bien il faut de l'audace. Et souvent, on s'aperçoit que dans la fabrication de ce capital féminin, eh bien, il faut oser dire aux femmes, oser. Comme les hommes le font, qui ne se posent pas de problème, eh bien, il faut aussi pousser pour que, si vous êtes sûr que vous êtes compétente, que vous avez une vocation et que vous voulez porter des choses et que vous voulez modifier des lignes, eh bien, vous allez oser. C'est ce que j'ai fait. J'ai changé de syndicat.
J'ai pu être présidente et j'en suis très fière parce que ça a été une expérience extraordinaire. Mais la brutalité des rapports a été quand même difficile. Et quand j'en suis sortie de cette présidence, je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux le monde de demain, pour nos filles notamment. Et donc, on va essayer d'imaginer, en créant la Fédération des femmes administrateurs, d'organiser justement un demain qui soit un peu plus viable, qui soit un peu plus avec des relations humaines, qui soit avec un peu plus ce que j'appelle de philanthropie, parce que ça peut exister, la compétitivité, la croissance, avec d'autres rapports que uniquement la brutalité. On a fait une demande au ministère des Droits des Femmes d'ouvrir un fichier de femmes administrateurs sur le site du ministère. Aujourd'hui, il y a plus de 400 associations qui gèrent, féminines, qui gèrent justement la mise en place des femmes au poste de direction ou de décision. Il m'a semblé qu'avec une loi comme celle-ci, qui était donc la loi Copé-Zimmermann, sans oublier la loi Sauvadet, qu'il était important d'abord de constituer un fichier ou un vivier, on va dire. Et donc le fait de le mettre sur le site du ministère des Droits des Femmes était essentiel dans ce que j'appelle mise en place opérationnelle d'un enjeu sociétal. Donc dorénavant, les femmes ont un modèle de CV, prennent ce CV, s'inscrivent et peuvent d'ailleurs, puisque c'est souvent le plus difficile, assurer leur soutenance en cochant, il y a à peu près aujourd'hui 40 grandes associations féminines sur ce site du ministère qui proposent justement de l'accompagnement, de la soutenance, du mentoring. Et donc il faut que les femmes apprennent à se défendre, donc à soutenir leur position, leurs compétences, se vendent pour que le conseil d'administration adhère à leur projet. Et donc on donne ces moyens-là. Maintenant, il va falloir aller un peu plus loin, faire en sorte que les entreprises, les cabinets de recrutement viennent aussi sur le site. Donc ça sera le ministre qui va faire partir un courrier pour que justement les entreprises soient informées. Combien y a-t-il d'entreprises aujourd'hui concernées par les seuils de la loi Copé-Zimmermann? C'est un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et c'est 500 salariés. Donc c'est environ 1500 entreprises qui sont justement dans ce seuil-là. Et donc il faut imaginer d'avoir 4000 à 5000 CV sur le site du ministère. Et donc on va prévenir les entreprises. Puis ensuite, le troisième stade, ça sera de créer des indicateurs pour mesurer l'impact de la performance. Est-ce qu'un homme plus une femme dans les postes de direction apporte plus de croissance? On a des études McKinsey parfaites au niveau des États-Unis qui démontrent bien que dans tous les postes de direction, quand on met un homme et une femme, il y a au moins 1% de croissance supplémentaire.